Oui, 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 c'est... En fait, en France, on n'a pas cette... on n'est pas éduqué à ça. On n'est pas éduqué à se mettre de la valeur, on n'est pas éduqué à définir notre business, on n'est pas éduqué que on peut faire un business. Et donc, du coup, ça nous amène en fait à... Bah, en fait, on est éduqué à ce qu'on nous dise, bah, ton travail, il vaut tant. Mais on n'est pas éduqué en fait à se donner une valeur sur notre travail. Donc, du coup, on n'a pas cette valorisation de nous-mêmes. D'accord? Donc, oui, c'est normal. Au début, bien sûr que c'est difficile de se mettre un prix, de savoir combien on vaut, de savoir comment ça se passe, etc., etc. Alors, oui, il y a le prix du marché, mais il y a aussi le prix de ce que toi, tu as envie de mettre sur sur ta façon d'être, sur ce que tu fais, etc., etc. Tu vois? Donc, Ouais, t'es pas la seule, c'est un passage obligatoire, je dirais. ok. Donc voilà. Bon, ce soir, on va parler des étapes de comment on transforme son rêve en réalité, on va dire ça. Je vais essayer de vous parler de tout ça. Déjà, faut s'imaginer que un rêve, c'est aussi un objectif si on a envie de le transformer en une réalité. D'accord? Un rêve, si on veut que ça soit un métier, c'est un objectif. Et pour aller chercher son objectif, on a besoin en fait d'aller le découper en petits morceaux pour, euh, pour acquérir en fait cet objectif-là. D'accord? Il faut aussi imaginer que c'est comme un athlète de haut niveau qui va avoir comme objectif, par exemple, de faire les Jeux Olympiques. Au départ, il va pas aller s'entraîner direct pour les Jeux Olympiques. Il va peut-être s'entraîner pour le départemental, le régional et après le France, l'européen, le mondial et les Jeux Olympiques. Ok? Mais vous voyez qu'il y a plein d'étapes. Donc là, aujourd'hui, c'est à vous de vous dire, ok, quelle étape je prends et comment je mets en œuvre toutes ces étapes-là. Est-ce que ça, c'est clair déjà dans votre cerveau de vous dire qu'il y a plusieurs étapes? Ok. Euh, donc, pour arriver à son rêve, il faut déjà définir son rêve. Déjà définir ce que j'ai envie de faire et comment je veux le faire. Ça, normalement, vous avez dû le travailler un petit peu avec le homework que je vous ai envoyé de 80 pages. Euh, est-ce que il y a quelqu'un qui a envie de partager son rêve, déjà, dans un premier temps? Vous pouvez allumer les micros si vous voulez. Tu veux parler, Marjo? Bah oui. Attends, j'ai un problème de caméra. Ok. Voilà. Tu peux nous donner ton rêve de base, de tout au début, quand tu étais à l'école, quoi. Quand j'étais à l'école, mon rêve, c'était de travailler avec des dauphins Ouais. dans le milieu naturel, en fait, dans le lagon. Ok, super. Euh, comment t'es arrivé à ça? Enfin, si on prend les différentes étapes, comment t'es arrivé À ce rêve? Ouais, Alors, en fait, j'ai toujours été très proche des animaux. Le premier stage que j'ai fait en troisième, c'était chez un vétérinaire. Donc, ok. en fait, moi, je voulais soigner les animaux, surtout, voilà, au départ. Et puis, à 15 ans, j'ai commencé la plongée sous-marine. J'ai fait un baptême. Et puis, de là, une fois que j'ai été immergée dans l'eau, bah, il n'y avait pas photo, quoi. C'était sous l'eau où j'étais le mieux, en fait, que ce soit physiquement ou même mentalement. Le Mm, fait d'être immergé, d'être comme en apesanteur, en fait. C'était vraiment une sensation qui était super pour moi. ok. Et puis j'ai vu le film du Grand Bleu. Mm, Et là, bah, ça a été une révélation, en fait, par rapport à l'espèce, le dauphin, en fait. ok. Donc t'as vu ça, t'as fait une première plongée sous-marine. Après, ça a été quoi l'étape d'après? Après, j'ai fait mes niveaux de plongée sous-marine. J'ai fait ça comme sport, en fait. Et j'ai plongé en France, plongé en mer Rouge. Je passais tout mon temps, en fait, à plonger, simplement. Ok. Une fois que... Et donc après, comme j'étais attirée par
Je voulais faire l'école de vétérinaire, prépa veto. Ouais, Donc j'ai fait des études, un bac scientifique à l'époque. Et j'ai pas été prise en prépa veto. Donc après, du coup, je suis partie en licence, enfin en fac de biologie marine sur Paris. ok. Et de là, je me suis dit, c'est pas grave. Enfin, un veto, oui, c'est bien parce que tu soignes les animaux, mais en même temps, t'es pas trop avec eux, quoi, en fait. Ouais, Et de là, après, j'ai cherché à rentrer dans un parc où il y avait des mammifères marins. ok. Voilà. Donc, t'es rentré dans un parc de mammifères marins. Alors, avant de pouvoir rentrer dans un parc de mammifères marins, ça n'a pas été facile. En sortie de la fac, j'ai quand même dû attendre 2 ans pratiquement Ouais, pour rentrer dans un parc comme ça. Du coup, bah, j'ai bricolé à droite, à gauche. J'ai fait de l'intérim, mais bon, dans les usines, c'était absolument pas mon truc, quoi. ouais, Enfin, voilà, mais il fallait bien que je fasse des trucs. Et après, j'étais partie pendant un mois faire un stage avec une association sur la loutre en Bretagne, ouais, l'observation de la loutre en Bretagne. Et de là, cette association-là, elle cherchait des personnes qui pouvaient partir pendant un an en service, les anciens services civiques. ok, Et ils m'ont proposé de partir au nord de l'Allemagne sur une petite île pour aller observer les marsouins et les phoques. ok, Donc du coup, j'ai pris le plat parce qu'en fait, j'étais pas rémunérée, mais par contre, tout était payé. Donc comme j'avais rien, j'ai dit, bah, j'y vais. Et puis, donc je suis partie là-bas et j'ai passé des heures sur la plage à parcourir les plages et à observer les petits marsouins et les phoques dans l'eau, quoi. Et ensuite, de là, en fait, l'association française avait des soucis. Il a fallu que je rentre en France. Ça a écourté au bout de 3 mois. Et je suis retournée, le vétérinaire chez qui j'avais fait mon stage de troisième m'a rappelé pour me demander si je voulais pas être assistante, remplacer son assistante qui était en ok, burn-out. Et, du coup, je suis rentrée, je travaillais à mois avec lui. Et pendant ce mois-là, en fait, j'ai été recontactée par Nausicaa ouais, qui cherchait un soigneur de mammifères marins pour démarrer avec les otaries chez eux, en fait. ok. Voilà. T'as été chez Nausicaa et après, t'as eu le poste du coup à Tahiti. Alors, à Nausicaa, j'y suis restée 6 ans. Et pendant que j'étais à Nausicaa, en fait, j'allais souvent aux conférences internationales sur les Ouais, mammifères marins ou européennes. Et en faisant ces conférences, j'ai sympathisé avec la vétérinaire qui travaillait à Tahiti. Et puis un jour, en conférence, comme ça, elle me dit, mais ça te dit pas de venir travailler chez nous? Alors je dis, bah si, bien sûr. Je dis, regarde, dans ta pile de CV, tu dois avoir 2, 3 CV à moi quand même depuis les quelques années que je suis dans le métier, quoi. Et c'est comme ça que je suis partie pendant un an à Tahiti, en fait. ok. J'ai Si, il faut dire que j'ai quitté un CDI pour partir en CDD. ouais, Mais à l'époque, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, et puis une opportunité comme ça, tu te dis quoi qu'il arrive, ça t'arrivera pas 2 fois. bah Donc je oui, suis partie. ok. Si Voilà. on regarde les étapes de Marjorie, et vous pourrez observer aussi dans votre vie à vous, euh, elle avait son rêve d'aller avec les dauphins. C'était un rêve, voilà. Et petit à petit, en fait, elle a vogué, elle s'est dit, bah tiens, je peux peut-être faire vétérinaire. Elle n'a pas été prise, elle s'est pas démontée, elle a dit, ok, c'est pas grave, on va chercher autre chose. Et elle a tout le temps été vers les mammifères marins. Parce que, ben voilà, le dauphin, c'est un mammifère marin. Donc, sa première étape a enchaîné, en fait, d'autres étapes, qui a enchaîné d'autres étapes, qui a enchaîné d'autres étapes, jusqu'au moment où elle est arrivée à son rêve d'aller travailler avec les dauphins pendant un an. Donc après, elle est rentrée en France. Mais voilà, imaginez que vous, votre rêve, c'est pour ça qu'il faut bien définir son rêve. C'est, mon rêve, c'est ça. Comment je l'amène aujourd'hui dans ma vie? Ok? Donc, ce que je vous propose là ce soir, c'est de prendre 5-10 minutes. Je vais vous mettre un peu de musique et d'écrire ce que vous voulez comme rêve et ce que vous avez envie de réaliser. Mais surtout, un rêve que vous avez envie de réaliser, pas un rêve que vous voulez garder comme rêve. D'accord? Donc, vous allez noter, c'est quoi mon rêve que j'ai envie de réaliser. Je vous mets de la musique. Vous pouvez commencer le temps que je vous mette de la musique.
Et on va partir pour 5 minutes de 5 minutes et essayez d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Mince, j'ai zappé un truc. Et après, on fait un débrief après quand je reviens. Ok? Ça vous va? Allez, je vous laisse écrire euh, pendant 5 minutes. Ok? On se retrouve à 20h20. Allez.
Alors, ça donne quoi, ces rêves? Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir écrire ce rêve-là? Allez-y, notez dans le chat. Qu'est-ce que ça vous fait d'écrire votre rêve et de voir que, enfin, et que vous en avez en fait. Et dites-moi si ce que vous avez pensé, ce que vous avez écrit, pour vous, c'est réalisable. Déjà, posez-vous cette question-là. Ok. Est-ce que tu en as d'autres, du coup? Tu me dis que le rêve est déjà réalisé, mais est-ce que tu en as d'autres? Parce qu'en fait, on continue de vivre quand on a des rêves et quand on réalise ses rêves. Donc, c'est quoi mon rêve? Même si c'est un petit rêve, c'est quoi mon rêve de demain? Oui, Marjo, c'est vrai. Écrire, ça nous permet de matérialiser. C'est tout à fait vrai. Ça le rend plus concret, oui. Je vous encourage à l'écrire chaque jour et à le détailler chaque jour. Est-ce que maintenant vous voyez comment vous pouvez réaliser votre rêve? Mettez-moi dans le chat. Est-ce que vous voyez comment le réaliser ou est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas encore les étapes? Mettez-moi dans le chat si vous voyez comment le réaliser ou si vous n'avez pas encore les étapes. Yes, Marjo. Il y a les étapes en premier et après les étapes à long terme. C'est tout à fait ça. Ok, Flavie, t'as pas encore toutes les étapes. C'est normal, hein, de pas avoir encore toutes les étapes. Ok. On va essayer hmm, on va essayer de décortiquer un rêve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son rêve? Ou qui peut l'écrire dans le chat? Et puis, on va le décortiquer. Bah, le mien c'est déjà passé. C'était lorsque j'étais petite. Enfin, j'adore les chevaux et en même temps j'en ai peur. Je sais, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Et en fait, je n'ai pas pu faire d'équitation. Et D'accord. mon rêve à l'époque, c'était de pouvoir avoir des chevaux pour permettre aux enfants démunis de monter à cheval. Et Ok. j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui avait un refuge et qui recherchait une personne pour s'occuper d'une jument âgée qu'elle avait récupérée d'un centre équestre pour éviter qu'elle aille à l'abattoir et qu'elle ait une belle retraite. Et Ok. donc, du coup, bah, on a pris contact et puis bah, ça s'est fait avec cette dame et elle avait d'autres chevaux et donc bah, je m'occupais de ces chevaux. Et du coup, ça m'a permis pour deux de mes collègues que j'aimais bien, qui avaient des enfants, de les emmener et de les faire monter. Alors, c'est sûr, nous sommes restés dans le pré pour éviter un accident, quoi que ce soit sur la route, parce qu'on n'avait pas du tout de selle. Enfin, c'était juste Icole et Longe. Et les enfants ont pu faire le tour du champ, enfin, à cheval, entre guillemets, quoi. Ok. Et c'était, voilà. Est-ce que si demain tu avais un rêve, ça serait quoi? C'est quoi ton rêve? Si c'était possible de le refaire, oui, je pense que je le referais. Ok. Mais j'ai pas du tout les moyens au On jour pense d'aujourd'hui. Là, sur les rêves, on va pas commencer à dire j'ai les moyens ou pas les moyens. On va juste dire, ok, c'est quoi mon rêve? Si par exemple, on va prendre un truc matériel. Mon rêve, c'est d'avoir une voiture, euh, par exemple, une coccinelle jaune. Ok? J'ai pas les moyens aujourd'hui d'avoir une coccinelle jaune. Ok? Mais c'est mon rêve, demain, d'avoir une coccinelle jaune. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la première étape déjà?
pour avoir une coccinelle jaune. Est-ce Bah, que vous savez? rechercher si des Ouais, fois, vas-y, recherchez. rechercher s'il n'y en a pas une, enfin, auprès des garagistes ou Non, mais aujourd'hui, je te dis, j'ai pas les moyens d'avoir une coccinelle jaune. Je peux pas donc l'acheter. j'économise. J'économise. Ok. Euh, la première étape aussi, c'est déjà de commencer à s'imaginer et à se visualiser dans cette coccinelle jaune. Parce que si tu t'imagines pas, jamais tu feras le pas. Et tu économiseras pas pour avoir ta coccinelle jaune. En fait, il faut s'apercevoir que le rêve, c'est égal comme si vous aviez un virus dans votre tête qui revient tout le temps et qui vous dit que si tu le fais pas, en gros, tu seras pas heureux. Et Ok? si on se fixe, 1, 2, 3, si on se fixe un objectif, je vais dire n'importe quoi, de se dire, bah, dans un an, faut que j'ai avancé, que ce soit plus, enfin, concret. Oui, C'est possible aussi ou bien c'est sûr. pas. Dans un premier temps, c'est la visualisation. Deuxième temps, Hum, mettre un objectif. À quel hum, moment je veux ça? Est-ce que je le veux dans un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? hum, Ok? Vous avez pu voir dans les interviews, il y a certaines personnes dans les interviews qui se sont donné dans 10 ans, j'ai ma structure. Vous voyez? hum, Et les objectifs vous permettent d'avoir une vision de ce que vous allez être dans le futur. Ok? Mais il y hum, a hum, toute cette partie d'état d'esprit et de visualisation à faire. Donc si hum, le but, par exemple, j'en sais rien, c'est d'emmener des chiens dans les écoles, etc., il faut se visualiser tous les matins à aller dans l'école avec son animal. Et à un hum, moment donné, la vie, elle va vous amener les personnes qu'il faudra et qui vous amèneront à avoir ça. Et vous-même, vous allez y croire. En fait, le fait de visualiser, ça vous permet d'y croire. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de faire ce qu'on appelle un, un homeboarding. Homeboarding, je crois que ça se dit comme ça. C'est déjà de choisir des photos ou des images et de les mettre sur votre frigo ou dans un endroit où vous passez et qui va vous permettre de les visualiser en fait tous les jours. D'accord? Et le fait de le matérialiser déjà sur une feuille, soit de le dessiner, soit de faire justement avec ces images-là, ça va vous permettre de pouvoir avoir dans votre cerveau cette image-là qui commence à se décortiquer. Et après, vous allez mettre des objectifs petit à petit. Est-ce que c'est OK ça pour tout le monde? Après, il y a tout un travail à faire sur les croyances, toutes ces choses-là. Ça se fait en accompagnement. On ne peut pas le faire forcément ce soir parce que c'est un travail personnel de tout le monde. Euh, ouais, t'as créé une image avec ChatGPT. Moi aussi, j'ai fait ça. Et ça fait. ChatGPT est un outil aujourd'hui qui est relativement intéressant quand on sait le pratiquer. Et clairement, il peut vraiment nous accompagner dans la création de notre rêve. Ok? Donc, ce que je vais vous proposer ce soir. Alors attendez, j'ai mon chat qui veut sortir. Je le fais juste sortir. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions ce soir. Et après, pour ceux qui veulent continuer l'aventure, euh, etc., je vais vous envoyer en fait mes accompagnements que je fais. Et on pourra prendre un rendez-vous et on pourra après déjà échanger sur ce que vous avez vécu pendant ce sommet. Et aussi après voir où est-ce qu'on peut aller. Soit vous sentez que vous avez besoin d'aide, soit vous sentez que vous pouvez le faire aussi tout seul. C'est OK. Moi, enfin, je fais pas ces ateliers pour derrière obliger quoi que ce soit. Mais voilà. Donc déjà, je peux répondre à des questions. Donc ceux qui ont des questions, je vous laisse prendre le micro et me poser les questions pour ce soir.
qui veut poser des questions? Vous n'avez pas de questions du tout sur ce qui s'est passé pendant ces 4 jours, 5 jours? Vous pouvez mettre les questions dans le chat et je vais y répondre, il n'y a pas de souci. Tu Je veux vais dire que s'il n'y a personne qui se lance, moi je veux bien. Vas-y, Anaïs. Parce que la fois passée, j'ai déjà pris beaucoup de ton temps, donc je voulais pas. Oui, bah, il n'y a personne, donc vas-y, hein, je t'en prie. Ben, moi, un truc qui me coince pour le moment, mais bon, en visualisant, ça va peut-être venir, mais j'ai pas l'endroit ou mon lieu à moi. Alors, pour Ok. le moment, j'ai un cheval qui est dans une écurie pas loin de chez moi. Mhm. J'ai deux poneys qui sont dans une prairie que je loue, mais où j'ai un contrat, où il y a des contraintes. Je peux pas faire de trucs commercial. Dans 1 an et demi, le contrat il sera fini. Donc, est-ce que je déménage pas? Je sais pas. Ben, les poneys, ils sont bien pour le moment. Donc, voilà. C'est deux mini. Ici, j'ai pris un chien et il est en formation médiation animale. Ok. Donc, toi, tu travailles beaucoup avec les chevaux, je pense. Chevaux, lama, chien, chat, chèvre, mouton. Ah ouais, ok. Voilà. Comment tu fais pour les animaux style chevaux quand c'est l'hiver? Alors, Ces toi, séances, t'es en Belgique, hein, c'est ça? oui, Problématique de la Belgique, c'est qu'il pleut tout le temps là-bas. oui. Voilà. Euh, alors, moi, tout au début, quand j'ai commencé, j'avais pas de manège. Donc, bien souvent, j'utilisais pas de chevaux en fait l'hiver parce que c'est trop galère. Et donc, du coup, j'utilisais mes chats et j'utilisais après des petits animaux. J'avais des cochons d'Inde aussi à l'époque. Mhm. J'en ai toujours 3, mais j'utilise beaucoup moins. Et j'utilisais en fait les animaux plutôt à l'intérieur pour que les gens se sentent bien parce que moi je travaillais beaucoup avec la méditation et la respiration. Et clairement, si la personne elle a pas chaud, ben elle peut pas en fin de compte aller, enfin elle peut pas se relaxer. Donc du coup, j'utilisais plutôt des animaux à l'intérieur. Après, j'ai réussi à avoir mon manège, donc là, ça a changé un peu la donne. Mais ça, c'est pareil, j'ai visualisé pour avoir mon manège. Et donc, du coup, depuis que j'ai le manège, j'utilise mon manège, en fait, avec mes chevaux. Voilà. Mais après, par exemple, il y a des fois où les chevaux, je les mets pas dans le manège et ils vont être en stabulation et on va travailler, en fait, en stabulation avec eux. Voilà. Donc, on peut travailler, en fait, à l'abri. Il faut essayer d'être à l'abri. Il faut surtout que les personnes, elles aient un manteau ou quelque chose de chaud pour pouvoir travailler avec elles. Mais il faut éviter quand même les prés tout boueux parce que enfin, c'est pas agréable. Vraiment pas pour les personnes. Ouais, ok. Voilà. Bah, Ah, ici, quand il fait beau, ça va. Moi, j'ai fait une première séance dehors, il y avait du soleil, bon, un manteau quand même, mais ça s'est bien passé. Mais bon, voilà, j'ai pas d'endroit couvert, donc ça, c'est un peu ennuyeux. Attends, j'avais une autre question. mais c'est surtout la pluie qui est dérangeante et le vent. Enfin, quand on a de la pluie et du vent, c'est compliqué quand même. Voilà. Mais après, quand on a du soleil, ça va, ça se fait bien. Mais voilà, faut quand même avoir un endroit qui soit un peu préservé du vent. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. Et Et tu après, sais, donc, on va travailler plutôt du statique l'hiver parce que ben voilà, les chevaux sont beaucoup plus statiques l'hiver. Et on va travailler après plus du mouvement au printemps et à l'été. ok. Voilà. Et en fait, si tu veux travailler avec des enfants, parce que comme je suis, bah, tu sais, institutrice, Oui, mais j'ai quand même un bon contact avec les enfants. Mais du coup, quand tu t'adresses dans ta communication, tu dois t'adresser aux parents, en fait. oui, c'est ça. Tu vas t'adresser aux parents et tu vas surtout définir quel type d'enfant tu as envie de travailler. Est-ce que tu as envie de travailler avec des enfants qui sont TDAH, HPI, des dyslexiques? Est-ce que tu as envie de travailler avec des enfants qui ont des difficultés, enfin des handicaps? En fait, tu vas devenir spécialiste de d'une pathologie entre guillemets. Euh, et après, tu vas t'adresser aux parents
qui ont des enfants qui ont cette pathologie-là. Ouais. Ben ça, Ah, j'ai pas encore défini en fait. ouais, J'arrive pas encore à définir. c'est long de savoir parce qu'on sait, on sait jamais trop quoi prendre. Et souvent, on se dit, ouais, mais si je réduis par exemple qu'aux enfants TDAH, mais en fin de compte, ça me fait pas beaucoup de clientèle. Mais aujourd'hui, les enfants TDAH, il y a beaucoup de clientèle en fait. Ok. Donc, même si par exemple tu suis un... Parce que souvent, des enfants TDAH ou HPI, on va les suivre toute l'année scolaire. Ça va être souvent comme ça. On va pas faire qu'un seul parce qu'ils ont besoin de temps pour se poser, trouver des solutions, etc. Donc, en fait, on va pas travailler à la séance. On va travailler plutôt sur une offre. Là, après, ça demande un peu plus de temps et de réflexion pour se dire bah, qu'est-ce que je veux faire dans mon offre, combien de temps je veux travailler. En fait, on... un enfant PDH, je sais... non, TDAH. TDAH, c'est des enfants qui sont très speed et qui Trouble arrivent de pas. l'attention, Voilà, c'est des troubles de l'attention. Euh, avec ou sans hyperactivité. voilà, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, enfin, pour moi, il faut devenir spécialiste de ce qu'on a envie de faire. Après, tu vois, par Ok. exemple, le TDAH, le HPI, le HPE, clairement, enfin, il y a des différentes au niveau des pathologies, mais c'est à peu près les mêmes données au niveau, euh, au niveau accompagnement, tu vois. Donc, par exemple, tu peux dire, bah, je prends les TDAH, les HPI, les HPE parce que c'est un groupe et ça te permet d'avoir plusieurs enfants. Mais pour moi, il faut vraiment se spécialiser. Ça, c'est important. Parce que plus Ok. tu vas te spécialiser, plus tu vas lire, plus tu vas étudier, tu vois, la chose. Et plus tu vas étudier, plus tu vas lire la chose, plus tu vas connaître en fait la pathologie. Ok. Bah oui, oui, c'est ça, le TDAH, HPI, HPE, ça se ressemble au niveau des accompagnements et des besoins. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, pour moi, on peut les trois, on peut les faire ensemble. Et souvent, les parents sont très démunis quand ils ont des enfants comme ça. Par exemple, Ok. l'autisme, vous avez plusieurs degrés d'autisme. Vous pouvez très bien dire, bah, je fais un degré d'autisme où l'enfant est capable de parler et d'avoir sa motricité. Et après, il y en a d'autres qui vont traiter plutôt l'autisme où l'enfant ou l'adulte n'a pas de parole, par exemple. Ça s'accompagne pas du tout pareil. Voilà. Ok. Le but, c'est de savoir se dire, OK, mon accompagnement, comment je l'ai? Et essayer de voir, par exemple, vous avez une question à avoir, c'est surtout quand vous êtes institutrice, euh, la question à vous poser, c'est avec quel enfant je me sens la plus à l'aise et avec quel enfant je kiffe le plus être avec lui. C'est-à-dire que le matin, je sais que je vais me lever et je vais retrouver cet enfant et j'ai de la joie en fait. Et ça, c'est un indicateur aussi du public qu'on a envie d'être, qu'on a envie d'avoir. Voilà. Et après, toi, Anaïs, et comme Flavie, vous allez avoir à décortiquer la psychologie des parents pour que ce soit les parents qui vous achètent en fait. Voilà. Et ce ne sera pas l'enfant. Mais ça se fait bien en général. Du coup, alors Flavie, du coup, il faut aussi se former sur la spécialité, par exemple, l'autisme ou le TDAH. Alors, oui, c'est bien d'aller faire des formations dessus, mais après, moi, je suis assez autodidacte. Aujourd'hui, tu as plein de livres là-dessus. Tu as plein d'infos sur Internet. Bien sûr, il faut trier et il faut aussi aller se renseigner. Moi, je lis beaucoup les études scientifiques parce que j'adore ça. Je trouve qu'aujourd'hui, la base de notre travail, c'est d'aller lire ce que la science trouve. Euh, Aujourd'hui, on n'aurait pas, par exemple, les comportements humains si on n'avait pas eu Freud ou si on n'avait pas eu Jung ou si on n'avait pas eu Adler. Donc, pour moi, c'est important d'aller lire plusieurs aspects de la chose parce qu'en fait, problématique d'une formation, bien souvent, c'est que tu vas être formé qu'à un seul courant de vision. Et après, ça va te demander de te reformer à autre chose et de te reformer à autre chose et de reformer à autre chose. Donc ça, c'est OK si toi, tu as envie. Maintenant, tu peux le faire en autodidacte. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas. Mais pour moi, tu peux le faire en autodidacte. Euh, et après, ça sera sur le terrain, en fait, pouvoir, euh, que tu vas pouvoir voir, en fait, tes capacités. Voilà. Et c'est pas parce que tu
t'as pas fait de formation sur cette typologie de public-là que t'es mauvais. Souvent, quand t'aimes le public, tu vas aller chercher encore plus qu'une formation. D'accord? Donc, voilà, tu peux le faire en autodidacte. T'es pas obligé d'avoir une formation. Et moi, bien souvent, mes élèves ont fait une formation euh, sur la médiation animale, etc. Et après, sur les publics, certains, je leur donne certains exercices, etc. Mais après, je leur dis, si vous voulez être vraiment pointilleux et être des chirurgiens de tel et tel client, c'est à vous d'aller chercher parce que votre cerveau va beaucoup plus retenir ce que vous allez aller chercher que ce qu'on va vous donner tout cru. D'accord? Et ça, c'est important de le savoir. Marina Anoumé, complètement sans jugement, nous sommes dans un pays où tous ces enfants sont laissés de côté et c'est dommage. Ils sont doués dans tellement d'autres choses. C'est pas que dans notre pays, tu sais, en Belgique, c'est exactement pareil. Les enfants TDAH, etc., sont mis de côté. Enfin, moi, pour avoir été en Belgique et avoir été enseignée en Belgique, euh, je crois même qu'en Belgique, c'est pire que la France. Enfin, moi, j'ai ressenti ça, en fait, quand j'y ai été. C'est comme le bien-être animal. On se dit qu'en France, on n'est pas bien. Et en fait, quand on va dans d'autres pays, on s'aperçoit que en France, on est bien. Euh, c'est... Après, c'est des enfants, comment dire? C'est-à-dire qu'autrefois, ces enfants-là, on les mettait dans un coin de la classe et on disait que c'était des cancres. Aujourd'hui, on commence à mettre un nom là-dessus et donc du coup, on commence à s'intéresser à eux. Donc oui, c'est difficile parce que c'est des choses pas normales. Voilà, on n'est pas dans la normalité des choses. Mais dans 10, 15 ans, ça se trouve, ça sera la normalité en fait et on aura plus, enfin, ces enfants-là seront plus mis de côté. Donc, euh, c'est juste qu'aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions. Alors, des fois, on est peut-être un peu maladroit parce qu'on ne sait pas, en fait. C'est juste ça. Mais oui, en Belgique, enfin, ces enfants-là ont exactement le même traitement qu'en France. On- C'est... Il faut s'imaginer aussi, et là, je laisserai aussi Anaïs et Flavie répondre parce qu'elles font partie de l'éducation nationale. Il faut s'imaginer aussi qu'aujourd'hui, avant, les mamans étaient à la maison et s'occupaient de leurs enfants. Donc avant, ces enfants-là avaient aussi l'aide de leur maman. Aujourd'hui, la femme n'a plus ce rôle, enfin en tous les cas, a moins ce rôle-là parce qu'elle travaille et que voilà, et que c'est différent. Donc du coup, ces enfants-là, c'est l'école, grosso modo, qui traite, entre guillemets, ces choses-là. Sauf que l'école aujourd'hui, normalement dans la normalité des choses, éduquer quelque chose, c'est ouvrir les esprits. Ok? C'est pas soigner la pathologie ou c'est pas accompagner une pathologie, c'est ouvrir les esprits pour amener de l'apprentissage. D'accord? Malheureusement, on donne un peu beaucoup de choses aussi à l'éducation nationale et aux instituteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur met 30 élèves dans une classe, on leur dit, tu dois faire un programme qui fait tant. Et bon, tu regardes pas, comment dire, la différence de tel ou tel enfant, c'est pas grave, tu traces ton chemin. Et aujourd'hui, on n'admet même plus le redoublement. C'est-à-dire que des fois, peut-être qu'un enfant qui était DAH a peut-être pas assez pris de maturité et aurait juste besoin de refaire une année pour avoir la maturité. Voilà. Donc, je pense pas que c'est un problème aujourd'hui euh, des instituteurs ou des profs, etc. Je pense juste que c'est une problématique. En tous les cas, là, je vous donne ma vision à moi, mais je pense juste qu'aujourd'hui, c'est une problématique, que c'est quelque chose de nouveau et que les enseignants ne sont pas formés à ça et qu'on leur demande en fait de traiter quelque chose où ils sont pas formés. Donc c'est compliqué en fait. Donc forcément que ces enfants-là sont laissés de côté parce qu'ils ont 30 enfants à gérer et que comment dire, ils peuvent pas prendre euh, beaucoup de temps pour 4 ou 5 personnes. Donc voilà, l'enseignement n'est pas là pour traiter ces pathologies-là. Pour moi, l'enseignement, il est là pour
apprendre et éveiller les consciences, c'est-à-dire donner de l'éducation à nos enfants, leur permettre de savoir lire, écrire, compter. Euh, mais voilà, mais aujourd'hui, on demande en fait aux enseignants à faire le rôle de quelqu'un, par exemple, comme nous, en tant que médiateur animalier, on pourrait faire. Voilà. Mais ça veut dire aussi, et c'est là où je vais peut-être être un peu intransigeante, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, quand on a des enfants, faut aussi se dire, OK, j'ai un enfant, il a cette pathologie-là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour l'accompagner, moi en tant que parent? Si moi je suis pas capable, est-ce que aujourd'hui je peux payer quelqu'un pour accompagner mon enfant? Et la problématique, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, en France, et surtout dans les pays où l'éducation est gratuite et où il n'y a rien à payer, on pense que c'est un devoir de l'État d'éduquer nos enfants. Donc, et en plus, on pense que c'est un devoir de l'État de donner des règles à nos enfants. Mais ça, c'est pas un devoir de l'État, c'est un devoir quand t'es parent. Si vous prenez un animal dans une horte d'animaux, ok? Il y a la maman qui, elle, va nourrir son enfant, etc. Mais après, vous allez avoir aussi d'autres adultes qui vont être là pour donner des règles à l'enfant. Donc, c'est enfin, c'est malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas à l'État de payer ça, c'est aussi aux parents d'avoir cette logique-là, de se dire, OK, mon enfant, il a ça, comment je peux l'accompagner? Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, un parent, bah, il va préférer aller partir en vacances que accompagner son enfant. Voilà. Et peut-être qu'un accompagnement d'un enfant, ça va durer 1 an ou 2, et l'enfant, après, il va pouvoir rentrer dans un flux où il aura un apprentissage avec, voilà, avec des enseignants qui seront beaucoup plus cool. Mais non, ça, on prend pas. Ouais, les parents sont dans le déni, mais clairement, mais moi, enfin. Moi, j'ai vu des... Enfin, aujourd'hui, on a une éducation des consciences à faire là-dessus, mais qui est énorme. Moi, j'ai vu des parents, et pas des parents qui n'avaient pas d'argent. J'ai vu... Un jour, j'ai une maman qui est arrivée. Le père était avocat, la mère était pharmacienne, je crois, de mémoire. Donc, des gens qui avaient quand même de l'argent. Et ils m'amènent leur enfant, qui est HPI et TDAH. Et l'enfant arrive chez moi, et en fait, l'enfant dit à ses parents que son rêve, c'est la motocross en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est bosser avec sa motocross. Donc il est en troisième, il est déjà plus petit que les autres, il apprend vite, et en fait, quand il s'ennuie, il fout le bordel en classe. Voilà. Donc les parents, en fait, l'ont humilié devant tout le monde, le collège l'a humilié devant tout le monde, mais ils n'ont pas essayé de comprendre en fait ce qui se passait pour lui. Et en fait, les parents ont commencé à comprendre quand il s'est fait virer en fait de 2 collèges, je crois 2 ou 3 collèges. Donc ils me l'ont emmené et en fait l'enfant, je le mets en relation avec, j'avais un petit chien à l'époque et puis un chat. Je mets en relation avec le chien et le chat et là je m'aperçois qu'en fait dès que l'émotion monte, il a besoin de toucher quelque chose pour pouvoir se calmer et gérer en fait cet émotionnel-là. Donc on en discute tout ça et je dis à la maman, mais je dis, est-ce que vous voyez ce qu'il a à votre fils? Moi, j'avais juste observé en fait son fils un quart d'heure. Et la maman, elle me dit, oui, bah en fait, il veut juste de la moto, mais il veut pas apprendre rien d'autre. Je dis, non, c'est pas ça. J'ai observé votre enfant quand il a une montée émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Et là, la maman se met à pleurer parce qu'en fait, elle n'avait jamais remarqué que son enfant, dès qu'il avait une montée émotionnelle, en fait, il avait besoin d'avoir quelque chose pour le rassurer. Et c'est pour ça qu'il foutait le bordel en fait à l'école. Et que depuis la maternelle, etc., il foutait le bordel. Alors que si les parents avaient dit, écoutez, moi je veux juste que mon enfant, il ait un animal ou il ait une peluche ou un truc comme ça, ben en fait, l'enfant n'aurait jamais mis le bordel à l'école. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, Anaïs, je pense qu'il faut vraiment se spécialiser et avoir cette compréhension de le cerveau de cet enfant, il fonctionne comme ça. Ça, tu l'as dans les livres et t'as pas besoin clairement d'être formé. Aujourd'hui, il y a plein de livres de neurosciences qui expliquent. T'as plein de coachs sur Internet qui font des vidéos là-dessus et qui expliquent très bien le TDAH, le HPI. Plein de pathologies sont expliquées. Aujourd'hui, on a... Je vais pas dire qu'il faut pas faire de formation. Si t'as envie de faire une formation parce que t'as besoin d'avoir
être accompagné là-dessus, je suis OK. Mais voilà, en tant qu'autodidacte, tu peux le faire. Euh, Et oui, mais ça, je suis d'accord avec toi, Flavie. Aujourd'hui, on est dans l'éducation et non dans l'enseignement. Et c'est là où c'est la problématique, je pense, de beaucoup de choses. Et pour les enfants, moi, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, si on voulait régler certaines choses, il faut passer par l'enseignement. Enseigner des nouvelles choses aux enfants. Et vous verrez que demain, le monde y changera. On a la preuve. Nous, quand on a commencé l'école, on nous disait pas qu'il fallait faire le tri, hein. D'accord? C'était un truc très très loin chez nous. Regardez nos enfants. Aujourd'hui, on leur apprend à faire le tri. Pour eux, c'est quelque chose de normal et logique. Voilà. Donc, c'est pour moi, plus on va aller faire de l'enseignement et apprendre les nouvelles visions, c'est plus on va avoir du changement. Le changement, il se fait par nos enfants et pas par nous. Nous, c'est beaucoup plus dur pour nous d'avoir du changement parce que nos systèmes neuronaux sont déjà faits. Voilà. Après, après, aujourd'hui aussi en France, et ça, il faut se le dire, et dans nos sociétés, même en Belgique ou autre, en tous les cas dans les sociétés occidentales, aujourd'hui, on laisse pas les enfants expérimenter, donc on a aussi cette problématique-là. Par peur qu'ils meurent, on les laisse plus expérimenter. Vous allez en Afrique, les enfants, à l'âge de 4 ans, ils sont au milieu des autres et ils expérimentent. Donc oui, il y a la peur qu'ils meurent, mais ils expérimentent. Donc il y a ça aussi, il y a cette part-là aussi qu'il faut regarder, c'est-à-dire que un enfant apprend par l'expérimentation et par le mimétisme, mais aujourd'hui, on leur laisse plus faire le mimétisme ni l'expérimentation. Donc, on les met devant un ordinateur ou une télé ou une tablette ou un téléphone. Quand ils commencent à avoir trop de choses, voilà. Quand ils commencent à avoir leurs émotions, on leur dit non, t'es ton émotion, regarde la télé, c'est vachement mieux. Voilà. Donc, comment vous voulez que demain nos enfants comprennent leurs émotions? C'est pas possible. Ok? Est-ce il y a d'autres questions? Ou est-ce que ça va pour vous ce soir? Ce que je vais faire, je vais vous envoyer un mail, alors demain matin, pas ce soir. Je vous mettrai les, les deux accompagnements que je fais, même voir les trois, parce que Marina, elle en suit un troisième accompagnement. Et après, vous verrez si vous avez envie de continuer sur ça. Euh, je sais pas si Marina ou Marjorie veut prendre la parole pour témoigner juste de ce qu'on a fait, de ce qu'elles ont fait avec moi. Une des deux, comme vous voulez, les filles. Vous choisissez ou toutes les deux. Comme ça permet de donner une autre parole. Notre parole. Moi, je veux bien témoigner, moi. Vas-y, Marjo. Alors moi, c'est un peu particulier parce que moi, je travaille dans un aquarium, en fait. Donc, par rapport à la mise en place de la médiation, ça n'a rien à voir. Et puis, je travaille avec des animaux sauvages. Mais en fait, l'accompagnement que tu as fait, Noli, avec moi, ça a permis en fait de débloquer aussi les pensées des gens qui étaient autour de moi. Mm, De se dire qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est avec des animaux sauvages dans l'eau que ça peut pas marcher, en fait, mm. simplement. Et pour revenir un peu sur les publics, en fait, moi, c'est pas moi qui ai choisi mon public, c'est mon public qui m'a choisi pratiquement. Ouais, Parce qu'en fait, c'est des affinités qui se sont révélées face à des gens, en fait. Et après, j'ai fait des essais, j'ai fait des tests, et les tests ont été très révélateurs, en fait, simplement. Voilà. ouais. Souvent, vous allez expérimenter. Après, faut aussi être créatif. Marjorie, elle a été hyper créative. Elle a construit plein de choses et ça a fonctionné. Donc, plus vous allez être créatif, surtout quand on travaille avec un public d'enfants, euh, plus vous allez vous éclater. Donc, voilà. Marina, Et en fait, Ouais, vas-y. juste quand tu oses, en fait, parce que moi, les premières fois, ma première médiation que j'ai fait donc avec un groupe, c'était par hasard. C'était une personne qui suivait Noélie sur les réseaux sociaux et qui venait visiter l'aquarium et qui a demandé si on pouvait faire quelque chose.
Donc en fait, il y avait même rien de préparé quasiment ce jour-là. J'ai juste, j'ai eu une semaine en fait simplement pour préparer quelque chose. Alors du coup, j'ai juste utilisé ce que j'avais, les animaux, du matériel qu'on avait aussi au Sicorium pour faire la pédagogie avec les écoles. Et en fait, ça s'est super bien passé. Mm. Et les enfants étaient ravis, les accompagnateurs étaient super ravis. Et c'est ce qui est motivant aussi, de te dire, bah voilà, ça marche, simplement. Ça marche. Donc, il faut oser se lancer et ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est vrai. Merci Marjo. Marina, tu veux témoigner ou pas? Je sais pas si tu peux mettre ton micro. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend. Alors, je suis désolée, je ne peux pas avoir la vidéo par contre. J'arrive Pas pas, j'ai pas grave. la caméra. Donc, bah oui, moi je m'étais déjà formée à la médiation animale il y a quelques années de ça en Bretagne. Ça m'a jamais permis de me lancer. Il me manquait quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'authenticité, ce que tu me permets justement de mettre en avant. Déjà, de trouver nos propres blocages, ce qui a fait que moi personnellement, je pouvais peut-être pas le mettre en place en avant. Et toute cette introspection que tu nous permets de faire, Mm. ça, c'est super important et ça aide énormément. De mettre du sens aussi à notre pratique en accord avec nos valeurs. C'est vraiment ce que toi, tu apportes qui a un grand intérêt dans ce qu'on souhaite faire parce que c'est connaître l'animal et connaître l'humain quand on veut allier les deux. Ouais. Et c'est ce que tu apportes énormément. J'ai déjà bien évolué. Je ne suis pas encore, mais j'avance vraiment à grands pas parce que je viens de récemment trouver un local pour pouvoir enfin réaliser mon rêve et qui date depuis mon enfance. Et tu as raison quand tu dis qu'au final, on revient à nos rêves d'enfant. Mm. Mais tu connais un petit peu mon parcours. Moi, à l'origine, je voulais être auprès des animaux depuis que j'étais toute petite. Ouais. J'ai choisi toute une autre voie, en laquelle je remercie quand même mes parents parce que sinon aujourd'hui je ne connaîtrais peut-être pas la relation humaine. Toutes mes expériences du coup sont un peu tournées quand même vers l'humain parce que j'ai fait, bon, je vais pas revenir un peu sur mon parcours, mais un BEPA, un bac pro et je suis AMP monitrice éducatrice. J'ai de longues années travaillé auprès de différents publics, le handicap, la protection de l'enfance. Mais tout en alliant quand même ma passion pour les animaux. J'avais quand même monté des projets pour qu'il y ait toujours un contact avec l'animal. Aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit ça que je veux réaliser, faire l'inverse, être auprès des animaux et aider particulièrement les enfants. Je, je reviens un petit peu sur notre petit discours. Je pense que je me suis un peu mal exprimée. En effet, hein, c'est pas les professeurs qu'il faut pointer. On leur demande beaucoup. Beaucoup de parents démissionnent aussi un peu de leur Oui. fonction Mm. pour avoir travaillé dans la protection de l'enfance. Oui, malheureusement. Et on attend de l'école, ce qui n'est pas leur rôle, hein, que bah, l'éducation, qui revient quand même aux parents de prédilection. Après, le monde a changé. On est Oui. beaucoup dans un monde un peu d'intelligence artificielle et je suis là où je te rejoins entièrement. Je vais prendre l'exemple de ma fille. Je ne peux pas être plus proche que ma fille. Elle avait besoin de beaucoup toucher pour assimiler les notions mathématiques et elle en a toujours besoin. Et à l'école, souvent, pour différentes raisons, il n'y a pas de jugement, mais on est moins dans cette pratique-là. Ouais. On est plus, et ce qui est dommage, et en effet, avoir un animal ou avoir quelque chose, un être vivant, un animal en l'occurrence, pour moi, dénoue de nombreux nœuds, permet à l'enfant de gagner en confiance. Pour l'avoir pu mettre en place dans la protection de l'enfance, ça a quand même dénoué de nombreuses choses. Et ça permet aussi à l'enfant de prendre conscience de ses émotions, qui ne sont pas dans nos traditions occidentales quand même quelque chose qu'on met en avant. C'est dommage. On devrait commencer par là. C'est un point de vue personnel, mais voilà. Voilà, et je te Ah remercie pour tout ce que tu apportes et on n'est qu'au début de l'aventure. Donc, ouais. Yes, c'est vrai. Mais après, sachez qu'en France, que ça soit médiation animale ou bien-être animal ou éthologie, etc., on est en avance quand même en France. On a de l'avance là-dessus. Voilà.
Donc, même si on a l'impression de ne pas être en avance, on a de l'avance. Sachez une chose, c'est que par exemple au Canada, la médiation animale, elle est faite, mais pour aller en institution, il faut avoir un doctorat. D'accord? Donc, c'est un peu plus compliqué de faire de la médiation animale, par exemple, au Canada. Même si eux, ils ont été précurseurs de ça. En France, on a quand même de l'avance et on est à l'écoute. On voit de plus en plus d'articles et de plus en plus d'écoles où ils mettent des chiens ou des animaux. Et il faut se rappeler d'une chose, c'est, je sais pas si vous l'avez vécu, mais quand on était enfant, on avait un poisson rouge ou je sais plus quoi à l'école, mais voilà, on avait quand même un animal dans la classe, bien souvent. Donc, pour moi, ça va revenir aujourd'hui, les profs ou les instits ramènent ça. Ma fille, par exemple, l'autre jour, elle a eu le droit de d'amener ses cochons d'Inde. Donc, les cochons d'Inde ont passé une journée entière à l'école. Et voilà, et ça. Imaginez qu'aujourd'hui, l'école, le CP ou le CE1, ça doit être CP, CE1, et là, il y a le CE2, CM1 qui prend. Ils parlent de bien-être animal. Donc, vous voyez, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans l'enseignement. Donc, déjà, on a ce pas-là. Donc, après, il faut être patient aussi. C'est-à-dire que euh, dans la vision qu'on avait de l'animal, c'était un animal qui nous permettait de travailler. D'accord? Donc on a eu ça pendant très longtemps parce que on a la guerre aussi qui a fait ça. D'accord? Même si ça fait 100 ans, 100 ans c'est court. C'est long, mais c'est court aussi. Donc euh, il a fallu en fait des générations et des générations pour enlever la peur du manque, la peur d'être tué à la guerre, etc. Donc du coup, on voyait encore l'animal comme un outil de travail. Aujourd'hui, on ne voit plus l'animal comme un outil de travail. La preuve, aujourd'hui, je ne sais plus combien il y a de foyers en France qui ont des animaux, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux de compagnie. Donc, on commence et on est en train d'asseoir que l'animal est un précurseur. Et d'ailleurs, ça a été reconnu que c'est un, un moyen non médicamenteux de pouvoir accompagner les gens. Donc déjà, on a cette reconnaissance-là, ça va venir encore de plus en plus, mais il faut laisser aussi ce temps-là, c'est de l'éducation, c'est de la compréhension des gens. Enfin, euh, vous voyez, c'est comme quand moi je dis, bah moi j'ai accompagné Marjorie à aller mettre de la médiation animale avec des phoques et des otaries. Il y en a qui me regardent, ils me disent mais n'importe quoi, comment tu veux faire de la médiation animale avec des phoques et des otaries? Bah si, pourtant c'est possible. Voilà, mais c'est une éducation des gens. Voilà, et notre métier est fait pour éduquer les gens à avoir une autre vision. Voilà. Donc il y a plein de facettes, si vous regardez, il y a plein de choses qui se sont passées autour de nous, dans les comportements humains, où il y a besoin de 10, 15, 20 ans pour que ça devienne une habitude. Et une fois qu'après c'est une habitude, ça devient hyper simple. Ok? Bon, ben, je vous envoie le mail et tout ça, sauf s'il y a d'autres questions. Mais en tous les cas, merci pour ce soir et pour ce sommet. Demain, il n'y aura pas de Zoom, d'accord? Parce qu'on a terminé et je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Je vous envoie le replay et puis après les offres, etc. Ceux qui veulent pourront prendre rendez-vous par téléphone avec moi, comme ça on pourra échanger en individuel, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà, voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie à toutes d'avoir été présentes. Et puis je vous dis à très bientôt dans ces cas-là. Merci. Bonne Merci, soirée. Merci. bonne À soirée, bientôt. au revoir, Merci à bientôt. beaucoup. Salut. Merci.